Alors là, l'histoire de l'homme, c'est une extraordinaire aventure. Une aventure morphologique. L'homme a évolué, son corps s'est transformé, son cerveau s'est agrandi, mais c'est une aventure culturelle extraordinaire. Et rechercher cette aventure, la reconstituer, c'est un travail formidable. Alors, on peut la reconstituer avec le premier hominidé, c'est-à-dire le premier primate, car nous sommes des primates, le premier primate qui est marche debout et qui a acquis la station érigibipède il y a 7 millions d'années. Ce qui a été formidable parce que ça a libéré la main des tâches de locomotion. Et la main s'est associée au système cérébral. Et c'est un jour de ce dialogue entre la main qui agit et le cerveau qui ordonne qu'a jailli un jour la pensée conceptuelle. Mais avant que jaillisse la pensée conceptuelle, c'était des primates qui marchaient debout. Et marcher debout, est-ce que ça suffit, c'est une bonne définition pour définir l'homme? Non. Marcher debout, c'est une condition nécessaire. Vous ne pouvez pas imaginer un homme qui ne marche pas debout. Mais ce n'est peut-être pas une condition suffisante. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu de tous ces hominidés, qu'il y a plusieurs phylums parallèles qui se diversifient, entre 7 millions d'années et 2 millions d'années, bien vers 2 millions et demi d'années, 2 500 000 ans, au milieu de tous ces hominidés qui marchent debout, apparaît une autre forme que nous appelons Homo habilis, Homo rudolfensis, ou actuellement un peu Early Homo, où il y a un bonhomme qui a un cerveau un peu plus grand que 500 cm3, c'est de 550-700 mm, et qui, pour la première fois, invente l'outil. Alors que ses prédécesseurs n'étaient pas des mangeurs de viande, qu'ils étaient charognards, qu'ils étaient végétariens, ils mangeaient des racines, des fruits, des graminées, ils deviennent mangeurs de viande. Et parce qu'ils veulent manger de la viande, ils fabriquent des outils, et parce qu'ils sont capables de fabriquer des outils, ils peuvent manger de la viande. L'outil et la consommation de la viande sont étroitement liées. Et l'étude de la surface du cerveau, que l'on peut reconstituer en faisant des moulages de l'intérieur du crâne, permet de dire que pour la première fois, les aires du langage, l'aire de Cap, le Cap de Wernicke, l'aire de Broca sont mises en place, la cavité buccale s'est agrandie, la base du crâne qui a fléchi a entraîné la descente du pharynx et du larynx et la mise en place de la caisse de résonance pour les circuits, c'est-à-dire que tous les organes de la fondation sont en place. 2 500 000 ans, avec l'invention de l'outil et l'acquisition du langage articulé, a débuté l'extraordinaire aventure culturelle de l'homme. Et pour la première fois, les hommes mangent de la viande, mais ils ne sont pas chasseurs. Comment peut-on manger de la viande sans être chasseur? Eh bien, ils sont charognards. Ils vont ramasser au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, des carcasses, des charognes, abandonnées par un grand carnivore, d'herbivores, abandonnées par un grand carnivore. Mais ils n'ont pas accès aux entrailles. Ils récupèrent un peu de viande sur les os, abandonnés par la carnivore, et ils ont besoin, ils fabriquent des petits outils, des petits éclats. Et c'est beaucoup plus tard, vers 1 600 000 ans, vous voyez, alors que les premiers outils datent de 2 millions et demi d'années, vers 1 600 000 ans, que l'homme devient chasseur. Il ne se contente plus de charognes, mais il abat des animaux pour récupérer de la viande. Et alors, c'est différent. Quand on est charognard, on n'a pas accès aux entrailles. Parce que les carnivores se sont déjà servis. La panse, l'estomac, le foie, et ces premiers hommes qui ont abattu des animaux ont accès aux entrailles. Ils ont donc du foie, ce qui va leur procurer de la vitamine D, et d'où leur squelette devient beaucoup plus robuste. Ce sont les Homo erectus. Et ces Homo erectus, qui sont chasseurs, sont obligés de faire de grands couteaux, de grands éclats pour découper la panse des animaux, pour percer le poitrail d'un animal. Mais ces outils, ils les fabriquent d'une façon merveilleuse. Ils fabriquent des outils qui présentent une magnifique symétrie bilatérale et bifaciale, qui sont taillés sur des roches de belles couleurs. Et c'est pas parce qu'un outil est symétrique, qu'il est bien taillé, qu'il est très soigné, et qu'il est sur une roche velours, qu'il est plus fonctionnel. C'est déjà la recherche de la beauté. L'homme est un créateur de beauté, un sens de l'harmonie, d'une nouvelle définition de l'homme. Et puis un peu plus tard, vers 400 000 ans, c'est à la limite nord des zones tempérées chaudes de la planète qui domestiquent pour la première fois le feu. Avant, ils pouvaient utiliser le feu occasionnellement quand il y avait un incendie de forêt dû à la foudre ou un volcan. Mais à partir de 400 000, il est capable de produire du feu, de fabriquer le feu, avec 2 morceaux de bois qui frottent l'un contre l'autre. Et le feu a été un formidable moteur d'hominisation. Ça permet d'éclairer et de pénétrer dans les fonds des grottes. Ça a permis à l'homme de conquérir de nouveaux territoires en pénétrant dans les zones tempérées froides de la planète.
Ça a permis d'améliorer la fabrication des outils en durcissant la pointe d'un épieu au feu. Ça lui a permis de faire cuire la viande et qu'elle est plus succulente. Ça lui a permis d'allonger l'espérance de vie, puisque en faisant cuire la viande, on fait reculer les parasitoses. Mais surtout, le feu a été un fabuleux facteur de convivialité. Car autour du feu, on se raconte des histoires. C'est ainsi que sont nés les mythes, la naissance des héros, ancêtres d'une culture. Et c'est alors qu'apparaissent, vers 400 000 ans, les traditions culturelles régionales. Et puis, on peut continuer. L'homme se construit, étape par étape. Vers 100 000 ans, pour la première fois, il enterre ses morts. L'homme, ce sont les hommes Néandertal ou les Homo sapiens archaïques. L'homme s'interroge sur sa signification, sur sa place dans l'histoire de l'univers et de la vie. Il veut poursuivre sa route dans l'au-delà. Il creuse une fosse pour déposer le défunt. Il dépose dans la fosse des offrandes pour le voyage dans l'au-delà. C'est la naissance de l'angoisse métaphysique, l'émergence de la pensée religieuse. Une autre étape fondamentale dans notre histoire, dans celle de nos ancêtres. Et puis, vers 30 000 ans, 35 000 ans, les hommes, pour la première fois, ont un front vertical, comme tous vos auditeurs, un front vertical, dans lequel sont les lobes frontaux du cerveau, siège la pensée associative, d'où l'explosion de la pensée symbolique, avec l'invention de la parure. La parure, un collier, c'est purement symbolique, ça ne sert à rien. L'invention de l'art pariétal, c'est les magnifiques fresques de la grotte Chauvet dans l'Ardèche, de Lascaux, d'Altamira dans les Pyrénées cantabriques. L'art mobilier avec des figurines féminines. Et puis, de la musique, on a trouvé des flûtes en os d'oiseau, des autour de Gibet Barbu, dans des sites qui datent de 30 000 ans. L'art pariétal, l'art mobilier, la musique, la parure, c'est 30 000 ans, l'homme moderne, l'homme de Cro-Magnon. Et puis, vers 10 000 ans avant notre ère, l'homme rompt l'équilibre avec la nature, il devient sédentaire. Il ne vit plus seulement de cueillette, de chasse et de pêche, mais il devient pasteur et agriculteur, producteur de nourriture. Il se sédentarise, des métiers s'organisent. C'est la grande hiérarchie sociale avec des cultivateurs, des bergers, des potiers qui fabriquent des poteries pour conserver les graines. C'est l'invention de la céramique. Le meunier pour écraser le grain, aussi le fileur, le tisseur, parce qu'on a beaucoup de laine de mouton et on peut fabriquer des costumes, des habits qui ne sont plus simplement en peau de bête. Et puis des chefs, des soldats, des prêtres pour parler avec les dieux, pour que la pluie tombe au bon moment. C'est une aventure extraordinaire. Mais aujourd'hui, on peut parler de l'avenir. On peut dire que l'évolution morphologique de l'homme a été continue. Le cerveau s'est développé, les bras se sont raccourcis, les jambes se sont allongées. Mais c'est une évolution très lente et qui est proportionnelle au temps. Alors que l'évolution culturelle s'est accélérée. Et aujourd'hui, l'homme est devenu un apprenti sorcier, maître de son évolution. Il peut modifier tous les facteurs qui conduisent à l'évolution. Le climat, avec nos maisons préfabriquées, climatisées, nos habits, nous modifions l'influence du climat. Mais surtout, avec nos médecins, nos fabricants de molécules, on a contrarié la sélection naturelle. Et ce n'est plus la sélection naturelle qui conduira à l'avenir de l'homme. On est capable de mettre des gènes, d'enlever des gènes, de faire des clonages. Et aujourd'hui, on peut dire que l'homme est devenu un apprenti sorcier, mais il faut qu'il sache qu'il fait partie intégrante du milieu naturel. Le transhumanisme, c'est peut-être quelque chose de difficile, car l'homme, qu'il le veuille ou non, fait partie intégrante du milieu naturel. Il ne pourra jamais couper les racines qu'il enchaîne à son environnement, à son histoire. Et il faut qu'il soit assez sage pour savoir qu'il faut réfléchir sur son avenir et qu'il faut créer une éthique planétaire capable de gérer son avenir. Est-ce qu'un individu contemporain peut être sensé, raisonnable ou heureux, je dirais même, s'il ignore qu'il est partie prenante de cette grande aventure humaine? Non, je crois que c'est important. Pour moi, j'ai été toujours passionné toute ma vie pour reconstituer, pour connaître mieux cette aventure. Et je vois qu'autour de nous, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents sont passionnés par l'aventure humaine. Et il est nécessaire, pour comprendre notre avenir,
de comprendre comment l'homme s'insère dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire de la vie.